J'étais enceinte de 8 mois quand mon mari m'a quittée pour sa maîtresse. Il a tout pris et m'a laissé dormir par terre. Le stress a provoqué un accouchement prématuré. À l'hôpital, tenant mon nouveau-né, j'ai reçu un message inimaginable. Lorsque j'étais enceinte de 8 mois, mon mari m'a quittée pour sa maîtresse. Il a pris nos économies, vidé nos comptes joints et a tourné la page de notre mariage sans un regard en arrière. Une semaine plus tard, je dormais par terre dans une maison presque vide, me demandant comment j'allais pouvoir élever un bébé dans une vie qui venait de s'effondrer. Le stress a déclenché un accouchement prématuré. Et puis, alors que je tenais mon fils nouveau-né dans une chambre d'hôpital, épuisé et terrifié par l'avenir, mon téléphone s'est allumé. Un message est apparu. Un message que je n'aurais jamais imaginé recevoir. Ici Maître David Fournier. Votre beau-père est décédé ce matin. Conformément à son testament, le patrimoine familial vous a été légué, à vous et à votre fils nouveau-né. J'ai lu ces mots 3 fois, car l'homme qui venait de tout me prendre n'avait aucune idée que son père venait de tout lui prendre. Je croyais qu'il y avait certaines choses dans la vie sur lesquelles on pouvait compter. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Le soleil se lèverait chaque matin. Le travail acharné finirait par payer. La famille serait là quand tout le reste échouerait. Et pendant près de 9 ans, j'ai cru que je pouvais compter sur mon mari. Je m'appelle Amélie Dubois, jusqu'à l'été de mes 32 ans, je pensais avoir une belle vie. Pas une vie parfaite. Une belle vie. Romain et moi vivions dans une banlieue tranquille de Lyon. Notre quartier était rempli de chênes matures, d'apéritifs dînatoires dans les jardins et de couples de retraités qui semblaient connaître les affaires de tout le monde avant tout le monde. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Romain travaillait pour Dubois Bâtiment, l'entreprise que son père avait créée de toutes pièces plus de 30 ans auparavant. Je travaillais à distance comme coordinatrice administrative pour une société d'équipement médical. Nous avions une maison avec 3 chambres, 2 voitures fiables et un bébé en route. Du moins, c'est ce que je croyais que nous avions. Avec le recul, je peux voir les signes avant-coureurs, les nuits tardives, les SMS constants, le besoin soudain d'intimité, la façon dont Romain avait cessé de s'informer sur mes rendez-vous médicaux. La façon dont il semblait irrité chaque fois que je parlais de prénom de bébé ou de décoration de la chambre d'enfant. À l'époque, je mettais ça sur le compte du stress. Son père, Richard Dubois, souffrait de problèmes cardiaques depuis près de 2 ans. L'entreprise ne se portait pas aussi bien qu'avant. Et devenir père peut effrayer même les hommes les plus valeureux. C'est ce que je me disais. Parce que parfois, la vérité est juste devant vous, et vous n'êtes tout simplement pas prête à la voir. Un soir de début juin, j'étais assise à la table de la cuisine, préparant des cartes de remerciement pour ma fête prénatale, quand Romain a franchi la porte d'entrée. Je me souviens du moment exact, car quelque chose m'a semblé immédiatement différent. Il ne m'a pas embrassée pour me dire bonjour. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à mon ventre arrondi. Au lieu de ça, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, me regardant, presque comme un étranger. « Romain ?» ai-je demandé. Sa mâchoire se crispa. « Il faut qu'on parle. » Toute personne mariée connaît ces 4 mots. Il n'annonce jamais rien de bon. J'ai mis les cartes de côté. D'accord. Il s'est assis en face de moi. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Je ne suis pas heureux, Amélie. » La pièce m'a soudain semblé plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis malheureux depuis longtemps. J'ai ri nerveusement. Non pas que ce soit drôle, mais je pensais que nous allions discuter de thérapie de couple. De problèmes de communication. Quelque chose de réparable. Je n'avais aucune idée que mon mariage était déjà terminé. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» ai-je demandé. Romain a expiré lourdement. « Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai littéralement senti ma poitrine se serrer pendant une seconde. Je ne pouvais plus respirer. Quoi ? Je n'avais pas prévu que ça arrive. Mes mains se sont mises à trembler. Qui ?
Il a détourné le regard. Elle s'appelle Vanessa. Je l'ai dévisagé, attendant qu'il sourie. Attendant qu'il me dise que c'était une terrible blague. Au lieu de cela, il a continué à parler. Et chaque phrase aggravait la situation. Elle travaillait dans l'entreprise. Il se voyait depuis presque 1 an. 1 an. Pendant que j'étais enceinte, pendant que nous nous préparions pour notre fils, pendant que je décorais une chambre de bébé et que j'assistais aux rendez-vous prénataux. Il construisait une autre vie. Je ne pouvais pas l'assimiler. La trahison était tout simplement trop grande. Tu me trompes depuis 1 an. Romain s'est frotté le front. Ça n'aurait pas dû arriver. Ça ne répond pas à ma question. Son silence y a répondu à sa place. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Comment as-tu pu faire ça? Son expression s'est durcie. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il n'était pas désolé. Pas vraiment. Peut-être qu'il se sentait mal à l'aise. Peut-être qu'il se sentait coupable d'être confronté. Mais du remords? Non. Cette émotion était introuvable. Je ne suis pas venu ici pour me disputer, a-t-il dit. Je l'ai regardé, incrédule. Tu n'es pas venu ici pour te disputer. Romain, tu viens d'annoncer à ta femme enceinte que tu as une liaison. Il s'est levé. Je m'en vais. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je déménage. La pièce a légèrement tourné. Mon estomac s'est noué. Tu ne peux pas être sérieux. J'ai déjà signé un bail. Déjà? Ce qui signifiait qu'il avait planifié cela. Ce qui signifiait que chaque conversation que nous avions eue depuis des mois était un mensonge. Chaque promesse, chaque baiser, chaque discussion sur notre avenir, que des mensonges. Quand, ai-je murmuré? Demain. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de façon dramatique. Pas bruyamment. Juste une fracture silencieuse. Le son de la confiance qui meurt. Et ton fils? Romain a croisé les bras. Je le soutiendrai financièrement. La manière désinvolte dont il l'a dit m'a rendu malade. Comme si la paternité était un paiement mensuel. Comme si un enfant avait plus besoin d'argent que de présence. Et nous? Il n'y a plus de nous. J'ai commencé à pleurer à ce moment-là. Pas des larmes gracieuses. Pas des larmes de cinéma. De vraies larmes. Des larmes laides. Celles qui viennent du plus profond de votre âme. Et Romain est resté là, à regarder, comme un homme qui attend la fin d'une réunion. Le lendemain fut pire, car la réalité s'est installée. Vanessa n'est pas venue. Mais les camions de déménagement, si. Romain a passé 6 heures à enlever des meubles, des appareils électroniques, des œuvres d'art et d'innombrables objets que je pensais nous appartenir à tous les deux. Techniquement, beaucoup d'entre eux nous appartenaient, mais j'étais trop anéanti pour discuter. J'ai regardé des inconnus emporter des morceaux de ma vie par la porte d'entrée, la table de la salle à manger, la télévision, les meubles de la chambre, même le matelas de la chambre d'amis. Le soir, la maison avait l'air abandonnée. Romain se tenait près de la porte, ses clés à la main. Je suis désolé que les choses aient tourné comme ça. La phrase était si absurde que j'ai failli rire. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. Il est parti. Et en un instant, 9 ans ont disparu. Le silence qui a suivi était écrasant. J'ai erré dans les pièces à moitié vides, touchant les murs, essayant de comprendre ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait cesser d'aimer une autre personne aussi complètement. Cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose d'encore pire. Romain n'avait pas seulement pris les meubles. Il avait pris l'argent, la majeure partie. Notre compte d'épargne avait été vidé. Plusieurs comptes joints étaient presque à sec. Je me suis assise par terre, fixant les relevés bancaires en ligne jusqu'à minuit, mon cœur battant plus fort à chaque transaction. Des milliers d'euros envolés, puis des dizaines de milliers, certains transférés des mois plus tôt, d'autres des semaines plus tôt, d'autres seulement quelques jours plus tôt. Il n'était pas simplement parti. Il s'était préparé à partir, soigneusement,
délibérément, pendant des mois. Vers 2 heures du matin, j'ai finalement arrêté de pleurer. Non pas parce que je me sentais mieux, mais parce que j'étais épuisée. J'ai trouvé une couverture dans un placard. Je l'ai étendue sur le parquet du salon et me suis lentement allongée dessus. Enceinte de 8 mois, seule, terrifiée, entourée par l'espace vide où se trouvait autrefois ma vie. J'ai posé une main sur mon ventre et j'ai senti mon fils bouger. Un petit coup de pied, un rappel que quelqu'un avait encore besoin de moi. Dehors, un orage a traversé le quartier. La pluie martelait les fenêtres. Le tonnerre secouait la maison. Et alors que j'étais allongée sur ce sol dur, fixant l'obscurité, j'ai réalisé quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir affronter. L'homme que j'aimais n'avait pas simplement abandonné notre mariage. Il nous avait abandonnés. Et je n'avais absolument aucune idée que les pires jours de ma vie ne faisaient que commencer. Les premiers jours après le départ de Romain se sont écoulés dans un brouillard d'épuisement, d'anxiété et d'incrédulité. Je continuais à espérer me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Peut-être que Romain appellerait. Peut-être qu'il réaliserait qu'il avait fait une erreur. Peut-être qu'il se souviendrait de la vie que nous avions construite ensemble. Mais chaque matin apportait la même réalité. La maison restait à moitié vide. Mon téléphone restait silencieux et Romain restait parti. Le plus dur n'était même plus la trahison. C'était la réalité pratique de la survie. J'étais enceinte de 8 mois, émotionnellement dévastée, et soudain confrontée à une situation financière que je comprenais à peine. Les relevés bancaires en ligne me hantaient. Chaque fois que je me connectais, je trouvais une autre mauvaise surprise. Les prélèvements automatiques avaient été annulés. Les soldes des cartes de crédit étaient plus élevés que prévu. L'argent avait disparu d'endroits que je n'avais pas vérifiés depuis des mois. Un après-midi, je me suis assise au comptoir de la cuisine, entourée de paperasse, en essayant de donner un sens à nos finances. Les chiffres refusaient de coopérer. Peu importe le nombre de fois où je les calculais, le résultat était le même. J'avais des problèmes. De vrais problèmes. Pas le genre de problème que l'on résout en réduisant les sorties au restaurant. Le genre qui vous empêche de dormir à 3 heures du matin, à fixer le plafond. J'ai finalement appelé ma sœur aînée, Marion. Elle vivait à environ 45 minutes de là, à Grenoble. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su que quelque chose n'allait pas. Amélie. J'ai commencé à pleurer avant de pouvoir répondre. 3 heures plus tard, elle était assise en face de moi à la table de la cuisine. Après avoir tout écouté, elle semblait prête à traverser la France pour étrangler personnellement Romain. Marion. Non, ne me dis pas Marion. Elle a frappé la table de sa main. Tu portes son enfant. Je sais. Une liaison d'1 an? J'ai hoché la tête. Pendant que tu étais enceinte? Un autre hochement de tête. Elle a secoué la tête. Je te jure que si papa était vivant. Elle s'est arrêtée. Notre père nous manquait à toutes les deux. Surtout dans des moments comme celui-ci. Des moments où la vie semblait injuste. Des moments où l'on voulait que quelqu'un de plus grand et de plus fort arrange les choses. Au lieu de cela, nous n'avions que l'une et l'autre. Et honnêtement, cela comptait plus que je ne le réalisais à l'époque. Pendant les jours suivants, Marion m'a aidé à trier les documents, à contacter les banques et à créer une sorte de plan financier. Elle m'a aussi proposé autre chose. Viens vivre avec moi. J'ai apprécié l'offre. Vraiment, mais je ne pouvais pas me résoudre à accepter. C'est toujours ma maison. Amélie, je sais que les choses vont mal. Elle a soupiré. Mal est un euphémisme. Peut-être qu'elle avait raison. Mais partir me semblait être une reddition, et je n'étais pas prête à me rendre. Pas encore. Une semaine plus tard, j'avais mon prochain rendez-vous prénatal. La salle d'attente était remplie de couples. Des couples heureux, des couples nerveux, des couples excités. J'étais assise seule, regardant les maris tenir les sacs à main, regardant les pères feuilleter des livres de prénoms de bébés, regardant les hommes masser les épaules de leurs femmes. Chaque petit geste me rappelait ce que j'avais perdu.
Le docteur Laurent l'a remarqué immédiatement. Où est Romain aujourd'hui? J'ai forcé un sourire. Il ne viendra plus. Quelque chose dans mon expression a dû répondre au reste de la question. Son visage s'est adouci. Je suis désolée. Ces mots ont failli me briser. Car contrairement aux excuses de Romain, les siennes contenaient de la compassion. Le rendez-vous lui-même s'est bien passé. Le bébé semblait en bonne santé. Ma tension artérielle, cependant, était considérablement élevée. Le docteur Laurent a vérifié les chiffres 2 fois. Amélie, vous devez réduire votre stress. J'ai failli rire. Réduire le stress. Comme si le stress était un interrupteur que l'on pouvait éteindre. Comme si toute ma vie n'avait pas explosé. Je vais essayer. Je suis sérieuse. Elle s'est penchée en avant. Votre corps subit beaucoup de pression en ce moment. J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, je savais que je perdais cette bataille. Chaque nuit apportait de l'anxiété. Chaque matin apportait de l'incertitude. Je dormais à peine. Je mangeais à peine. Et malgré tous mes efforts, la peur semblait me suivre partout. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Romain. Son premier message depuis son départ. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes avant de l'ouvrir. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une question sur le bébé. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la logistique. Une demande de documents relatifs à nos impôts. Rien de plus, rien de moins. Je me suis sentie physiquement malade. Après près de 10 jours de silence, c'était tout ce qu'il avait à dire. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je l'ai appelé pour la première fois depuis son départ. Il a répondu à la 3e sonnerie. Allô? Sa voix semblait normale, désinvolte, comme si nous discutions de course. Romain. Une pause. Salut. J'ai fermé les yeux. C'est tout. Quoi? 10 jours. Une autre pause. Amélie, non. Ma voix s'est brisée. Non, ne fais pas ça. Faire quoi? Prétendre que tout est normal. Silence. Puis un soupir. Je ne veux pas me disputer à nouveau. Cette phrase, comme si le conflit était en quelque sorte de ma faute. Et ton fils? Je t'ai dit que je le soutiendrais. Émotionnellement? Pas de réponse. Quel genre de père ne demande même pas si son enfant va bien? Sa voix s'est durcie. Je ne peux pas faire ça maintenant. Et puis il a raccroché. Comme ça. La conversation a duré moins de 3 minutes, mais elle a détruit le peu d'espoir que je portais encore. Pendant des jours, je l'ai rejoué dans ma tête, cherchant des signes de regret, cherchant des preuves que l'homme que j'avais épousé existait encore quelque part sous tout ça. Je n'en ai jamais trouvé. Puis est venue la nuit où tout s'est finalement effondré. C'était un jeudi, une chaleur étouffante. Le genre de soirée d'été où l'air semble assez épais pour être touché. J'ai passé la majeure partie de la journée à organiser les vêtements de bébé et à essayer de me distraire de la réalité. Le soir, j'étais épuisée physiquement, émotionnellement, spirituellement. Vers 21h, j'ai ressenti une douleur aiguë. Au début, je n'y ai pas prêté attention. La grossesse s'accompagne de nombreux inconforts. Mais 1 heure plus tard, une autre douleur est arrivée, plus forte, puis une autre, et une autre. Un sentiment de terreur glaciale s'est installé dans mon estomac. Non, ai-je murmuré à voix haute. Non, non, non. Ça ne pouvait pas arriver. Pas encore. Je n'étais pas censée accoucher avant des semaines. J'ai attrapé mon téléphone et appelé la ligne d'urgence du docteur Laurent. L'infirmière a écouté attentivement. Puis elle a posé plusieurs questions. Quand j'ai fini de répondre, son ton a changé. Amélie, vous devez vous rendre à l'hôpital immédiatement. La peur a explosé en moi. Quoi? Maintenant? J'ai raccroché et j'ai essayé de me lever. Une autre contraction m'a frappé assez fort pour me couper le souffle.
J'ai attrapé le comptoir de la cuisine. La pièce a légèrement basculé. Pendant un moment terrifiant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai appelé Marion. Pas de réponse. Elle dormait probablement. J'ai réessayé. Toujours rien. Puis une autre contraction a frappé. Celle-ci m'a fait tomber à genoux. Je me souviens de la panique. Je me souviens de la douleur. Et puis je me souviens de très peu de choses. Apparemment, ma voisine, Madame Martin, a remarqué que ma porte d'entrée était ouverte. Quand elle est venue voir, elle m'a trouvé effondrée près de l'entrée. Elle a appelé les secours. Une ambulance est arrivée en quelques minutes. Le souvenir clair suivant que j'ai, ce sont des lumières fluorescentes d'hôpital, des voix, des machines, des gens qui bougent rapidement autour de moi. Quelqu'un disant, 33 semaines, quelqu'un d'autre disant, préparez la néonat. Je n'arrêtais pas de poser une question. Est-ce que mon bébé va bien? Personne n'a répondu immédiatement, et cela m'a terrifié plus que tout. Des heures ont passé, ou peut-être des minutes. Le temps n'avait plus de sens. Puis, juste après le lever du soleil, j'ai entendu le son. Un petit cri. Faible, mais reconnaissable. Le cri de mon fils. Le plus beau son que j'ai jamais entendu. Et au moment où je l'ai entendu, j'ai commencé à pleurer aussi. Parce que malgré tout ce que Romain m'avait pris, malgré tout ce que j'avais perdu, mon fils était vivant. Et à ce moment-là, il était tout ce qui comptait. Mon fils pesait un peu plus de 1,8 kg à sa naissance. Petit, fragile, parfait. Les médecins m'ont assuré que, compte tenu de son arrivée avec 7 semaines d'avance, il se portait remarquablement bien. Pourtant, entendre ces mots et y croire étaient deux choses très différentes. Pendant les premières 48 heures après la naissance de Léo, j'ai vécu dans un état de peur constant. Chaque bip de moniteur me rendait nerveuse. Chaque infirmière entrant dans la pièce faisait battre mon cœur. Je me surprenais à étudier la poitrine de Léo pour m'assurer qu'elle continuait de monter et de descendre, encore et encore. Comme si détourner le regard pouvait tout changer. Le personnel du service de néonatologie était extraordinaire, patient, calme, compatissant. Ils ont expliqué chaque machine, chaque procédure et chaque petite victoire. Je me suis accrochée à ces victoires. Une tétée réussie, un niveau d'oxygène stable, quelques grammes de plus. Chacune d'entre elles me prouvait que nous allions peut-être nous en sortir. Peut-être. Mais chaque fois que l'espoir commençait à poindre, la réalité suivait rapidement. Romain n'est jamais venu. Pas une seule fois. Ni le jour de la naissance de Léo. Ni le lendemain. Ni le surlendemain. Rien. Pas de fleurs. Pas de carte. Pas d'appel. Pas de SMS, rien. J'aimerais pouvoir vous dire que son absence ne me faisait plus de mal à ce moment-là, mais ce serait un mensonge. Chaque fois qu'un père entrait dans le service de néonatologie avec un café pour sa femme, je le sentais. Chaque fois que je voyais un couple se tenir ensemble à côté d'une couveuse, je le sentais. Chaque fois qu'un nouveau-né enroulait ses petits doigts autour de la main de son père, je le sentais. Le deuil n'était plus seulement celui de la perte de mon mari. C'était de voir mon fils perdre son père avant même d'avoir eu la chance de le connaître. La deuxième nuit après la naissance de Léo, les heures de visite étaient terminées. Les couloirs sont devenus plus calmes. L'hôpital s'est installé dans ce rythme nocturne étrange, propre aux bâtiments médicaux. Jamais vraiment endormi, jamais complètement éveillé, juste existant quelque part entre les deux. J'étais assise dans un fauteuil à côté de la couveuse de Léo. Les lumières du plafond étaient tamisées. Une couverture douce recouvrait mes jambes, pour la première fois depuis des jours, la pièce semblait paisible. J'ai regardé mon fils dormir. Sa petite main reposait à côté de son visage. Ses cheveux sombres me rappelaient Romain. Cette prise de conscience m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Je me suis demandé si Léo hériterait aussi des yeux de Romain, ou de son sourire, ou de son entêtement. Cette pensée m'a émue, car peu importe ce que Romain avait fait, Léo méritait mieux que ça. Bien mieux. Mon téléphone a soudainement vibré. J'ai baissé les yeux.
Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à ouvrir le message. Au début, j'ai cru mal lire. J'ai cligné des yeux. Puis je l'ai relu lentement. Ici Maître David Fournier. Votre beau-père est décédé ce matin. Conformément à son testament, le patrimoine familial vous a été légué, avoué à votre fils nouveau-né. Veuillez me contacter dès que possible. Pendant plusieurs secondes, je ne pouvais ni bouger, ni penser, ni respirer. Les mots flottaient simplement devant moi. Mon beau-père est décédé. Richard était parti. Le chagrin m'a frappé en premier. Richard Dubois n'avait jamais été parfait. Mais il avait toujours été gentil avec moi. Toujours. Même dans les moments difficiles, même quand Romain et moi nous disputions, même quand des tensions familiales apparaissaient, Richard m'avait traité comme un membre de la famille dès le jour où j'ai épousé son fils. L'idée qu'il soit soudainement parti me faisait profondément mal. Mais ensuite, la seconde moitié du message a finalement fait son chemin. Le patrimoine familial vous a été légué, avoué à votre fils nouveau-né. J'ai fixé l'écran. Il devait y avoir une erreur, un malentendu. Peut-être que l'avocat voulait dire une partie du patrimoine. Peut-être un fonds en fiducie. Peut-être un petit héritage. Certainement pas l'ensemble du patrimoine familial. Cela n'avait aucun sens. Romain était le seul enfant de Richard. Son fils biologique, son héritier. J'ai relu le message une 4e fois, puis une 5e. Rien n'avait changé. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai immédiatement appelé Marion. Elle a répondu à la première sonnerie. Amélie, est-ce que Léo va bien? Il va bien. Dieu merci. J'ai dégluti difficilement. Marion, il s'est passé quelque chose. Sa voix est devenue instantanément plus vive. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu le message à voix haute. Silence. Un long silence. Finalement, elle a parlé. Tu es sérieuse? C'est le message. Oh mon Dieu. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Peut-être. Mais aucune de nous deux ne semblait convaincue, car au fond de nous, nous nous souvenions de quelque chose. La relation de Richard avec Romain avait changé au cours de l'année précédente. À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Le lendemain matin, j'ai contacté Maître David Fournier. Son cabinet occupait le dernier étage d'un immeuble moderne du centre de Lyon. Sa voix était professionnelle et mesurée. Madame Dubois. Maître Fournier. Mes condoléances pour Monsieur Dubois. Merci. Il y eut une pause. Puis il a dit quelque chose qui a immédiatement confirmé que ce n'était pas une erreur. Le message que vous avez reçu était exact. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je pense qu'il serait préférable de discuter de ces détails en personne. Pouvez-vous au moins me dire si Romain est au courant? Une autre pause. Il a été informé du décès de Monsieur Dubois. Ce n'était pas une réponse, ce qui me disait tout. Romain ne savait pas encore, ou du moins pas tout. Pour la première fois depuis que mon mari m'avait abandonné, un sentiment étrange est apparu. Pas du bonheur, pas de la satisfaction, autre chose, quelque chose de plus proche de l'anticipation. Le rendez-vous était fixé 3 jours plus tard. Ces 3 jours m'ont semblé durer 3 semaines. Pendant ce temps, Léo continuait de s'améliorer. Les médecins restaient prudemment optimistes et, pour la première fois depuis l'accouchement, j'ai commencé à imaginer un avenir. Pas un avenir clair, mais un avenir néanmoins. Le matin du rendez-vous, Marion m'a conduite en ville. Je me remettais encore physiquement, j'étais toujours épuisée, toujours dépassée, mais j'avais besoin de réponses. David Fournier nous a accueillis personnellement. Il avait la 60aine, était impeccablement vêtu et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer des affaires importantes. Sa salle de conférence donnait sur les toits de Lyon. Après avoir présenté à nouveau ses condoléances, il a ouvert un épais dossier. Avant de discuter de la succession, a-t-il dit,
il y a quelque chose que vous devez comprendre. Je me suis penché en avant. David a croisé les mains. Richard Dubois a modifié son testament il y a environ 8 mois. 8 mois. La chronologie exacte a immédiatement attiré mon attention. À peu près au début de ma grossesse. David a continué. À l'époque, il était pleinement compétent, pleinement informé et agissait de son plein gré. Pourquoi l'a-t-il changé? L'avocat m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'il a découvert des choses sur son fils qui l'ont profondément déçu. Mon estomac s'est noué. Soudain, les pièces ont commencé à s'assembler. Des questions que je n'avais même pas su me poser. David a ouvert un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres, des registres, des notes, des preuves. Et alors qu'il commençait à expliquer ce que Richard avait appris avant sa mort, j'ai réalisé quelque chose de choquant. Mon beau-père était au courant de la liaison de Romain bien avant moi, beaucoup plus tôt. Et ce qu'il avait découvert par la suite l'avait convaincu que son propre fils ne pouvait pas se voir confier l'héritage familial. L'histoire que je pensais connaître était sur le point de devenir beaucoup plus vaste, beaucoup plus sombre et beaucoup plus compliquée. Parce que Romain n'avait pas seulement trahi sa femme, il avait aussi trahi son père. J'étais assise, figée sur ma chaise, tandis que David Fournier disposait plusieurs documents sur la table de conférence polie. La silhouette de lion s'étendait derrière lui à travers les baies vitrées, mais je la remarquais à peine. Mon attention était entièrement fixée sur le dossier devant lui. Pendant des semaines, j'avais cru que ma vie avait été détruite par une terrible trahison. Maintenant, je commençais à comprendre que la trahison de Romain s'était étendue bien au-delà de notre mariage. David a ajusté ses lunettes et a ouvert une lettre manuscrite. Richard voulait que vous receviez ceci personnellement. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. Forte, soignée, à l'ancienne, le genre d'écriture que de moins en moins de gens semblent avoir de nos jours. Ma gorge s'est serrée. Richard avait toujours écrit des notes à la main. Carte d'anniversaire, carte de Noël, message de félicitations. Chacune d'entre elles écrite soigneusement à l'encre bleue. Revoir ces lettres familières a provoqué une vague d'émotion à laquelle je n'étais pas préparée. J'ai déplié le papier. La date en haut a attiré mon attention. 8 mois plus tôt. La même période où il avait changé son testament. Mes mains tremblaient légèrement alors que je commençais à lire. Amélie, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. J'aurais aimé que mon fils devienne l'homme que je croyais qu'il deviendrait. Malheureusement, la vie ne nous donne pas toujours la fin que nous espérons. J'ai fait une pause, retenant mes larmes. David attendit tranquillement. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation urbaine. J'ai continué. Au cours de l'année écoulée, j'ai découvert des choses sur Romain qui m'ont brisé le cœur. Non pas parce qu'il a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais parce qu'il a continué à les faire après avoir eu toutes les occasions d'arrêter. Ma poitrine s'est serrée. J'ai continué à lire. Il t'a menti. Il m'a menti. Il a abusé de ma confiance. Et il a abusé des opportunités qui lui ont été données. Je ne peux pas choisir le genre de fils que j'ai, mais je peux choisir le genre d'héritage que je laisse derrière moi. J'ai baissé la lettre. La pièce semblait inhabituellement calme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, ai-je demandé. David a hoché la tête lentement. Puis il a ouvert un autre dossier. Ce qui a suivi a changé ma compréhension de tout. Apparemment, Richard avait appris l'existence de Vanessa près d'1 an plus tôt. Pas par Romain. Pas par les ragots de l'entreprise. Par pur hasard. Un soir, Richard s'était arrêté dans un restaurant à Villeurbanne après avoir rencontré un client. Là, il a vu Romain dîner avec une femme qui n'était manifestement pas sa femme. Au début, Richard a supposé qu'il devait y avoir une explication innocente, une réunion d'affaires, un client, quelque chose de professionnel. Mais au cours des semaines suivantes, des informations supplémentaires ont fait surface. Les employés ont remarqué un comportement inhabituel. Certaines dépenses ont soulevé des questions. Les gens ont commencé à parler.
Rien de dramatique, juste des chuchotements, le genre de chuchotements qui s'avèrent souvent vrais. Finalement, Richard a confronté son fils. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé doucement. David a soupiré. Romain a tout nié au début. Ça me semblait familier. Très familier. Mais il a fini par admettre la relation. J'ai fermé les yeux. Même maintenant, l'entendre me faisait mal. David a continué. Richard lui a donné un choix. Un choix ? Il a dit à Romain de mettre fin immédiatement à la liaison et de réparer son mariage. Cela ressemblait exactement à Richard. Ferme. Direct, traditionnel. La famille passait toujours en premier pour lui. Toujours. Qu'a fait Romain ? L'expression de David s'est assombrie. Il a refusé. Les mots sont restés en suspens. Je n'étais pas surprise. Plus maintenant. Mais les entendre me faisait toujours mal. Pendant plusieurs mois, Richard a apparemment tout essayé. Conversations privées, avertissements, disputes, conseils. Rien n'a fonctionné. Romain insistait sur le fait qu'il méritait d'être heureux. Il insistait sur le fait qu'il n'était plus amoureux. Il insistait sur le fait que tout le monde finirait par comprendre. Mais ensuite, Richard a découvert quelque chose de bien pire. Et cette partie m'a véritablement choquée. David a fait glisser plusieurs relevés financiers sur la table. Reconnaissez-vous ces comptes ? Je les ai étudiés attentivement. Certains appartenaient à Dubois Bâtiment. D'autres à diverses entités commerciales liées à l'entreprise. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? David a pointé une série de transactions. Des milliers d'euros, puis des dizaines de milliers, puis davantage, transférés à plusieurs reprises sur de nombreux mois. Mon estomac s'est noué. Non. David a hoché la tête. Si. Je me suis senti physiquement malade. Romain ne m'avait pas seulement pris de l'argent. Il avait pris de l'argent à l'entreprise. Pas assez pour la détruire. Pas assez pour attirer immédiatement l'attention, mais assez pour financer un style de vie, voyage de luxe, cadeaux coûteux, achat de créateurs, frais d'appartement, une seconde vie. La liaison avait été financée avec l'argent de l'entreprise de son père, l'œuvre de la vie de son père. Je me suis adossée à ma chaise, essayant d'assimiler, essayant de comprendre comment l'homme que j'avais épousé était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Que s'est-il passé quand Richard l'a découvert ? La voix de David est devenue sensiblement plus douce. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose a changé de façon permanente. J'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. L'infidélité avait déçu Richard. La malhonnêteté financière l'avait anéanti. Car pour Richard Dubois, l'intégrité comptait plus que le succès. Ça avait toujours été le cas. L'entreprise n'était pas simplement une affaire. C'était 30 ans de sacrifice. 30 ans de semaines de travail de 70 heures. 30 ans de vacances manquées. 30 ans à construire quelque chose qu'il espérait voir un jour soutenir les générations futures. Et son fils unique l'avait traité comme un compte courant personnel. J'ai baissé les yeux sur la table. Soudain, les décisions de Richard avaient beaucoup plus de sens. L'avocat a ouvert un autre dossier. À l'intérieur se trouvait une copie du testament modifié. Ce document a été exécuté en bonne et due forme. J'ai parcouru les pages. Chaque paragraphe faisait accélérer mon pouls. La maison familiale, les comptes d'investissement, les parts de l'entreprise, les biens immobiliers commerciaux, les fonds en fiducie, les actifs de retraite, tout était soigneusement détaillé, tout était légalement structuré, tout était délibéré. La majorité de la succession m'avait en effet été laissée, à moi et à Léo. Pas à Romain. À moi et à notre fils. J'ai regardé les chiffres. La valeur était substantielle, bien plus substantielle que je ne l'avais imaginé. Richard n'avait pas simplement ajusté l'héritage. Il avait fondamentalement changé l'avenir. Pas seulement le mien et celui de Léo. Des générations de sécurité futures. Tout redirigé. J'ai finalement levé les yeux. Pourquoi moi ?
David a répondu immédiatement. Parce que Richard avait clairement répondu à cette question de nombreuses fois auparavant. Parce qu'il vous faisait confiance. Simple, direct, puissant. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il représentait. La confiance. Après tout ce que Romain avait fait, j'ai réalisé à quel point ce mot était vraiment précieux. Richard me faisait confiance. Il faisait confiance à mon caractère. Il faisait confiance à mon jugement. Il me faisait confiance pour protéger Léo. Et peut-être le plus important, il ne faisait plus confiance à son fils. Pendant plusieurs instants, personne n'a parlé. Puis David a fait glisser un dernier document vers moi. Un accord de fiducie distinct. J'ai parcouru les pages. Mes yeux se sont écarquillés. Romain ne peut accéder à rien de tout cela. Correct. Même pas par l'intermédiaire de Léo. Correct. Richard avait également anticipé cette possibilité. Chaque détail avait été pris en compte. Chaque garde-fou avait été mis en place, légalement, soigneusement, minutieusement. Pour la première fois depuis que Romain m'avait abandonné, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la vengeance, pas du triomphe. Du soulagement. Parce que quelqu'un avait vu la vérité. Quelqu'un avait compris. Quelqu'un m'avait cru avant même que je sache que j'avais besoin que quelqu'un me croie. Alors que la réunion se terminait, David nous a accompagnés vers l'ascenseur. Avant de partir, il s'est arrêté. Il y a encore une chose. Je me suis retournée. Oui. Son expression est devenue pensive. Romain a demandé une copie du testament. Mon cœur a raté un battement. Bien sûr qu'il l'avait fait. Tôt ou tard, il apprendrait tout. L'héritage, la fiducie, l'entreprise, tout. Que se passera-t-il alors? David a esquissé un petit sourire. Le genre de sourire que les avocats ont quand ils savent déjà exactement comment les événements vont probablement se dérouler. Je soupçonne, a-t-il dit prudemment, que votre ex-mari est sur le point de passer une semaine très difficile. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore à quel point cette semaine allait devenir difficile, car Romain était sur le point de découvrir que perdre un héritage n'était que le début. Les vraies conséquences étaient encore à venir. Et contrairement aux conséquences de sa liaison, celle-ci arriverait avec des documents, des preuves et des dossiers juridiques. Pendant près d'une semaine après ma réunion avec David Fournier, je n'ai eu aucune nouvelle de Romain. Pas un appel, pas un SMS, pas un email, rien. Le silence lui-même était inhabituel. Romain n'avait jamais été doué pour rester silencieux quand il se sentait lésé. Même pendant notre mariage, il avait toujours eu besoin du dernier mot, de la dernière dispute, de la dernière explication, de la dernière occasion de prouver qu'il avait raison. Alors, quand plusieurs jours se sont écoulés sans aucune réaction, j'ai commencé à me demander si David s'était trompé. Peut-être que Romain gérait la nouvelle mieux que prévu. Peut-être qu'il avait accepté la décision de son père. Peut-être qu'il se concentrait sur sa nouvelle vie avec Vanessa. Puis mon téléphone a sonné et toutes ces théories ont instantanément disparu. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Romain. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes avant de répondre. Allô? Sa voix a explosé à travers le haut-parleur. Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fermé les yeux. Le voilà. Le Romain que je connaissais. Pas de remords, pas de réflexion, en colère. Toujours en colère quand la réalité ne coopérait pas avec lui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à des jeux avec moi. J'ai failli rire. Des jeux? L'homme qui avait secrètement entretenu une liaison pendant un an m'accusait de jouer à des jeux. J'ai rencontré David Fournier. Moi aussi. La rage dans sa voix était indubitable. Il m'a parlé du testament. Je suis restée silencieuse. Que as-tu dit à mon père? Rien. C'est impossible. Ça ne l'est pas. Romain a laissé échapper un rire amer. Il t'a tout laissé. Apparemment, tu l'as manipulé. J'ai souri.
Non pas que ce soit drôle, mais parce que l'accusation était si absurde. Quand aurais-je bien pu faire ça? Il n'avait pas de réponse. Parce qu'il n'y en avait pas. J'avais passé la majeure partie de l'année précédente à me préparer pour un bébé tout en essayant de maintenir notre mariage. La seule personne qui avait manipulé quelqu'un, c'était Romain. Et au fond de lui, il le savait. Tu voles mon héritage. La phrase m'a stupéfiée. Non pas à cause de l'accusation, mais à cause de la formulation. Mon héritage. Pas l'héritage de mon père, pas l'entreprise de ma famille, pas l'entreprise que mon père a mis 30 ans à construire, mon héritage. Même maintenant, son attention restait entièrement tournée vers lui-même. J'ai pensé à Richard, à la lettre, à la fiducie, au mois qu'il a passé à voir son fils devenir quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Pour la première fois, j'ai compris exactement pourquoi il avait pris sa décision. Non, Romain. Ma voix est restée calme. Ton père a fait un choix. Tu l'as empoisonné contre moi. Non. J'ai fait une pause. Tu as fait ça tout seul. Silence. Un lourd silence. Puis il a raccroché. La conversation a duré moins de 5 minutes, mais elle m'a tout dit. Romain n'avait pas changé. Pas du tout. Pendant ce temps, Léo continuait de se renforcer. Après près de 3 semaines en néonatologie, les médecins ont finalement commencé à discuter des plans de sortie. Chaque jour apportait des progrès. Chaque jour apportait de l'espoir. Et chaque jour me rappelait ce qui comptait vraiment. Car pendant que Romain était obsédé par l'argent, la propriété et l'héritage, mon monde était devenu beaucoup plus simple. Mon fils avait besoin de moi. C'était suffisant. Pourtant, la situation juridique continuait de se dérouler autour de nous, exactement comme David l'avait prédit. Romain a engagé des avocats. Des avocats chers. Des avocats très chers. Apparemment, Vanessa l'a encouragé à contester le testament avec véhémence. Selon des connaissances communes, elle croyait que la succession de Richard valait plusieurs millions. Elle n'avait pas entièrement tort. Malheureusement pour eux, souhaiter de l'argent et l'obtenir légalement étaient deux choses très différentes. Au cours des mois suivants, le litige s'est intensifié. Romain a affirmé que Richard avait été manipulé. Puis il a affirmé que Richard n'avait pas été saint d'esprit. Puis il a affirmé que le testament contenait des irrégularités. Chaque argument a échoué car David Fournier avait anticipé chaque contestation. Chaque document était correctement exécuté. Chaque témoin était disponible. Chaque évaluation médicale confirmait que Richard était pleinement compétent. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les dossiers financiers sont entrés dans la discussion, et cela a tout changé. Un après-midi, David m'a appelé. Sa voix portait un niveau de satisfaction que je n'avais pas entendu auparavant. Madame Dubois, je pensais que vous devriez savoir quelque chose. Que s'est-il passé? Il y a eu des développements. C'était du langage d'avocat. Je commençais à le reconnaître. Quel genre de développement? Les avocats de la partie adverse ont demandé la communication des pièces financières. J'ai immédiatement compris, les registres de l'entreprise, les transactions, l'argent manquant. David a continué. Une fois que ces registres sont devenus partie intégrante de la procédure, plusieurs questions supplémentaires ont été soulevées. Des questions, un autre mot d'avocat. Des questions signifiaient généralement des ennuis. De gros ennuis. Une semaine plus tard, ces questions sont devenues publiques au sein de l'entreprise. Les employés de longue date ont commencé à apprendre les transferts. Les directeurs de département ont appris les dépenses. Les comptables ont examiné les registres plus attentivement. Et soudain, l'image que Romain avait mis des années à construire a commencé à s'effondrer. Non pas parce que quelqu'un l'attaquait, mais parce que des faits existaient, des faits vérifiables, des faits documentés, des faits avec des signatures et des relevés bancaires. Un employé l'a décrit plus tard parfaitement, la liaison a déçu les gens. L'argent les a choqués. Cette distinction était importante, car beaucoup de gens peuvent pardonner des erreurs personnelles.
Très peu pardonnent une trahison impliquant la confiance et l'argent, surtout dans une entreprise familiale, surtout celle construite par un fondateur respecté. Peu de temps après, le conseil d'administration de Dubois Bâtiment a tenu plusieurs réunions d'urgence. J'y ai assisté en tant qu'actionnaire pour la première fois. L'expérience était surréaliste. 6 mois plus tôt, je choisissais des couleurs de peinture pour une chambre de bébé. Maintenant, j'examinais des rapports financiers avec des avocats d'entreprise. La vie change vite, parfois de manière effrayante. Lors d'une réunion, un chef de projet plus âgé nommé Karl m'a approché par la suite. Karl avait travaillé pour Richard pendant près de 25 ans. Il a secoué la tête tristement. Votre beau-père serait fier de vous. Le commentaire m'a prise au dépourvu. Pourquoi? Parce que vous êtes là. J'ai regardé autour de la salle de conférence. Je ne sais pas ce que je fais. Karl a souri. Richard non plus quand il a commencé. Cette conversation m'est restée, car pour la première fois, j'ai commencé à entrevoir un avenir au-delà de la survie. Un avenir où je ne me contentais pas de me rétablir. Un avenir où je construisais quelque chose. L'avenir de Romain, pendant ce temps, allait dans la direction opposée. Le procès a échoué. La contestation de l'héritage a échoué. Sa crédibilité en a souffert. Et puis Vanessa est partie. La nouvelle m'est parvenue par des amis communs. Apparemment, leur relation est devenue de plus en plus tendue à mesure que les frais de justice s'accumulaient et que les attentes financières disparaissaient. Choquant, je sais. Une relation construite sur l'égoïsme s'est avérée instable. Qui aurait pu prédire une telle chose? L'ironie n'a échappé à personne, et encore moins à Romain. Plusieurs mois plus tard, je l'ai revu pour la première fois depuis l'hôpital. C'était lors d'une réunion au tribunal concernant les modalités de garde. Il avait l'air plus vieux. Pas de façon spectaculaire, juste fatigué. La confiance qui le définissait autrefois semblait diminuer, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité. Pendant un bref instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis je me suis souvenu de la maison vide, du sol où j'avais dormi, du service de néonatologie, des mois de peur, de l'année de mensonges, et le sentiment a disparu. Non pas parce que je le détestais, mais parce que la responsabilité et la sympathie ne sont pas la même chose. À la fin de la réunion, Romain s'est attardé près du parking. Amélie? Je me suis retournée. Pendant un instant, il a semblé incertain de ce qu'il fallait dire. Puis il a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Es-tu heureuse? La question m'a surprise. J'y ai réfléchi attentivement. Non. Il a semblé confus. J'ai continué. Mais je suis en train de guérir. Quelque chose a changé dans son expression. Peut-être de la déception. Peut-être du regret. Peut-être de la compréhension. Pour la première fois, je pense qu'il a réalisé quelque chose d'important. Je ne gagnais pas parce qu'il perdait. J'allais de l'avant. Et c'était quelque chose qu'il ne pouvait plus arrêter. 2 ans plus tard, ma vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était la nuit où j'ai dormi sur le sol de cette maison vide. D'une certaine manière, cette version de moi-même me semblait être une personne complètement différente. À l'époque, je me réveillais chaque matin en me demandant comment j'allais survivre. Maintenant, je me réveillais chaque matin en écoutant un petit garçon dévaler le couloir en courant vers ma chambre. Maman. Léo a fait irruption dans la porte comme une tornade humaine. Il avait 2 ans et était absolument convaincu que chaque jour était le jour le plus excitant de l'histoire. Je l'ai pris dans mes bras. Bonjour, mon grand. Petit-déj. J'ai ri. C'est généralement comme ça que les matins fonctionnent. Il a souri. Les mêmes yeux sombres, les mêmes cheveux sombres, le même sourire qui me rappelait autrefois Romain. Curieusement, cela ne me faisait plus de mal, car Léo n'était pas son père. Il était sa propre personne, et chaque jour il me donnait une nouvelle raison d'être reconnaissante pour la vie que nous avions construite. Après le petit déjeuner, je l'ai déposé à l'école maternelle avant de me rendre chez Dubois Bâtiment. L'entreprise avait considérablement changé au cours des 2 années précédentes.
Moi aussi. Quand Richard m'a laissé le contrôle de ses parts, je n'avais aucune intention de m'impliquer profondément. Au début, mon objectif était simplement de protéger l'avenir de Léo. Mais la vie suit rarement les plans que nous faisons. Plus je passais de temps avec l'équipe de direction, plus j'appréciais ce que Richard avait construit. L'entreprise n'était pas seulement une affaire. C'était une communauté. Certains employés y travaillaient depuis des décennies. Des familles entières en dépendaient, plans de retraite, assurance maladie, frais de scolarité universitaire, prêts immobiliers. Des milliers de vies liées par des années de travail acharné. Je ne pouvais pas abandonner cela. Pas après avoir compris ce que cela signifiait. Heureusement, je n'ai pas eu à le faire seul. Karl est resté mon plus grand mentor. Plusieurs cadres supérieurs se sont portés volontaires pour m'aider. Et petit à petit, j'ai appris. Pas parfaitement, pas rapidement, mais régulièrement. Sous la direction de l'équipe, l'entreprise s'est stabilisée, puis a grandi, puis s'est développée. Rien de spectaculaire. Pas une histoire de succès miraculeux, juste des décisions cohérentes et responsables, du genre que Richard aurait apprécié. Cela comptait plus pour moi que n'importe quel rapport de profit. Un après-midi, après avoir terminé une réunion, j'ai trouvé une enveloppe qui m'attendait sur mon bureau. L'écriture sur le devant me semblait familière, David Fournier. À l'intérieur se trouvait une copie de la lettre de Richard. L'original restait en sécurité avec d'autres documents de la succession, mais David m'envoyait occasionnellement des copies de documents importants. En bas, il avait joint une courte note. J'ai pensé que vous apprécieriez de relire ceci. J'ai souri. Puis j'ai relu la lettre pour ce qui était probablement la 100e fois. Les mots m'affectaient toujours, surtout une ligne. Je ne peux pas choisir le genre de fils que j'ai, mais je peux choisir le genre d'héritage que je laisse derrière moi. L'héritage de Richard, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas les bâtiments. Ce n'était pas les investissements. C'étaient les valeurs qui les sous-tendaient. L'intégrité, la responsabilité, l'imputabilité. C'étaient les choses qu'il avait vraiment transmises. L'argent donnait simplement à ces valeurs un endroit où vivre. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. Romain. J'ai fixé l'écran. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser sonner. Finalement, j'ai répondu. Allô. Sa voix semblait différente. Plus calme. Plus vieille. Pas physiquement plus vieille. Émotionnellement plus vieille. Amélie. Romain. Une longue pause a suivi. Finalement, il a parlé. Je me demandais si on pouvait se voir. J'ai immédiatement supposé que cela concernait Léo. Y a-t-il un problème? Non. Une autre pause. Rien ne va mal. Cette réponse m'a surprise. De quoi veux-tu discuter? Sa réponse est venue lentement. Je te dois des excuses. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Non pas parce que je croyais que les excuses étaient impossibles. Mais parce que j'avais cessé d'en attendre une, il y a des années. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près du centre de Lyon le samedi suivant. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. Romain est arrivé avec 10 minutes de retard. Certaines habitudes ne changent apparemment jamais. Quand il a franchi la porte, je l'ai à peine reconnu. Non pas parce qu'il avait l'air mal, mais parce qu'il avait l'air ordinaire. Les vêtements chers avaient disparu. La confiance avait disparu. L'arrogance avait disparu. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il ressemblait à un homme portant le poids de ses propres décisions. Nous avons commandé un café et nous nous sommes assis près d'une fenêtre. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. Finalement, Romain a rompu le silence. J'ai passé beaucoup de temps à blâmer tout le monde. J'ai écouté. Mon père. Il a baissé les yeux. Toi. Une autre pause. Vanessa. Je n'ai rien dit. Il y avait toujours quelqu'un d'autre de responsable. L'honnêteté m'a surprise, car ce n'était pas le genre d'honnêteté que les gens simulent. Ça semblait douloureux.
Le genre d'honnêteté que les gens découvrent après avoir assez perdu pour arrêter de se mentir à eux-mêmes. Romain a regardé par la fenêtre. Puis un jour, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Un triste sourire est apparu. J'ai construit mon propre désastre. Les mots sont restés entre nous. Simple, précis, inévitable. Il a continué. Je n'arrêtais pas de me dire que je méritais d'être heureux. Je me suis souvenu de ces mots exacts. Il les avait souvent utilisés. Je pensais que le bonheur signifiait échapper à la responsabilité. Ses yeux ont rencontré les miens. Ce n'est pas le cas. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé. Pas de réconciliation. Cette possibilité était morte des années plus tôt. Pas d'argent. Pas de propriété. Pas d'héritage. Nous avons parlé de Léo, des erreurs, des conséquences, de la vie. Finalement, Romain m'a regardé. Je suis désolé. Les mots étaient calmes. Mais vrais. Je sais que ça ne change rien. Ça ne change rien. Il a hoché la tête. Je sais. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Je n'étais plus en colère. Non pas que ce qui s'était passé était acceptable. Non pas que ça n'avait pas d'importance. Mais parce que porter cette colère ne servait plus à rien. La justice avait déjà eu lieu. Les tribunaux avaient fait leur travail. Richard avait pris sa décision. La vie avait livré ses conséquences. Je n'avais plus besoin de vengeance. La leçon avait déjà été enseignée. Alors que nous nous préparions à partir, Romain a hésité. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu me détestes? La question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi attentivement. Puis j'ai secoué la tête. Non. Son expression a révélé une surprise sincère. Je ne te déteste pas. J'ai souri doucement. Mais je n'échangerai ma place avec la tienne pour rien au monde. Pour la première fois de l'après-midi, Romain a ri. Un petit rire. Un rire triste, mais sincère. C'est juste. Nous sommes sortis ensemble, puis nous sommes partis dans des directions opposées. Et ce fut la dernière fois que je l'ai vu, du moins en dehors des échanges de garde concernant Léo. Ce soir-là, après avoir couché Léo, je me suis assise seule sur ma terrasse. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'or et d'orange. Une brise chaude soufflait à travers les arbres. Pendant longtemps, je suis restée assise là, pensant à Richard, à Léo, à la femme qui avait dormi sur un parquet en croyant que sa vie était finie. Si je pouvais parler à cette femme maintenant, je lui dirais quelque chose d'important. La plus grande victoire n'est pas de voir quelqu'un d'autre chuter. C'est de survivre à ce qui était censé vous détruire. Romain a perdu son héritage à cause de ses choix. Il a perdu sa relation à cause de ses choix. Il a perdu son avenir à cause de ses choix. Je n'ai pas provoqué ces choses. C'est lui qui l'a fait. Mon travail n'était pas la vengeance. Mon travail était de reconstruire. Et au final, cela s'est avéré bien plus puissant. Parce que la trahison peut vous prendre votre confort. Elle peut vous prendre votre sécurité. Elle peut même vous prendre votre foi en les gens, pendant un certain temps. Mais elle ne peut pas vous prendre votre caractère, à moins que vous ne l'abandonniez. Richard l'avait compris. Finalement, Romain l'a compris aussi. Et c'était peut-être l'héritage le plus précieux de tous.